Bonjour à tous, nous allons nous intéresser ici à la notion de diagramme de phase. Alors pour être plus exact, on va commencer par des définitions sur les alliages métalliques qui vont nous aider à préparer en fin de compte le second cours qui sera complètement dédié à la lecture et à la compréhension des diagrammes de phase. Donc c'est quand même une partie sur les diagrammes de phase ici car nous allons parler des phases notamment qui existent au sein des alliages métalliques, mais pour cela on a besoin d'un ensemble de définitions que je vais vous donner au sein de ce cours. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi sert de faire un alliage ou un mélange au niveau atome métallique. Je restreins vraiment mon discours ici aux alliages métalliques, je ne parlerai pas des céramiques ou des polymères non plus. Tout simplement, pourquoi je vais chercher à allier différents atomes métalliques? Tout simplement pour améliorer des propriétés initiales, donc des propriétés qui peuvent être physiques, chimiques, mécaniques, mais également améliorer par exemple des propriétés de mise en œuvre ou mise en forme du matériau qui sera constitué par ce mélange. Donc vous connaissez tous par exemple le fer, l'atome métallique de fer pur. On sait que le fer n'est pas un matériau qui est dur à l'état pur, donc on va pouvoir l'allier. Donc la première chose qu'on pourrait faire, c'est lui ajouter du carbone. On dira donc qu'on va former un acier. Donc l'acier est bien un alliage fer plus carbone, et naturellement si on met d'autres éléments au sein de ce mélange fer plus carbone, on obtiendra ce qu'on appelle des aciers alliés. Donc ça sera quand même un alliage où on aura plusieurs éléments, par exemple du fer, du carbone, du nickel, du chrome, du molybdène ou autres atomes qui puissent justement changer les propriétés, que ce soit des propriétés d'usage, d'utilisation ou des propriétés de mise en forme, donc de mise en œuvre de ce matériau. Donc on pourrait dire qu'un alliage, ce sont des impuretés intentionnelles qui ont été mises au sein des métaux purs, donc des métaux matriciels initiaux. Je vous rappelle que lorsqu'on avait travaillé sur la vidéo et sur le cours concernant les cristaux, on avait dit qu'on avait bien des cristaux parfaits, purs, et tout atome supplémentaire que l'on mettait à l'intérieur pouvait être considéré comme une impureté. Donc ici, l'alliage est une volonté de rajouter des impuretés au sein de la matrice initiale pour transformer donc les propriétés de cette matrice initiale. Donc on pourra avoir ce qu'on appelle des alliages binaires. Donc entendez ici deux éléments, donc on vient de le dire un instant, du fer et du carbone pour former de l'acier par exemple, mais je pourrais avoir des alliages à base de cuivre. Ici on voit qu'on a du cuivre et du zinc, on pourrait former la famille des laietons par exemple. Les cuivres qui sont alliés cette fois-ci à de l'étain, c'est plutôt du bronze, et on pourra avoir un ensemble d'alliages d'aluminium, donc un alliage qui est assez connu, c'est l'alliage aluminium-cuivre, qui était appelé auparavant duralumin, donc peut-être que certains l'ont connu sous le nom de, par exemple, l'AU4G, qui est un des alliages fréquemment utilisés, mais également ce qu'on appelle la série 2000. Alors ça c'est une série plutôt aéronautique que l'on utilise naturellement au niveau des avions. Donc on peut avoir des alliages de type ternaire, cette fois-ci jusqu'à 3 éléments dedans. On peut avoir par exemple notre acier ici, fer plus carbone, auquel on rajoute du nickel. Ça peut être du chrome, ça peut être du molybdène ou tout autre type d'éléments qui puissent nous aider à transformer les propriétés dans le sens que l'on le désire. Et très fréquemment, bien sûr, on a plus de 3 éléments au niveau des alliages. Je vous citais tout à l'heure par exemple un acier qu'on pourrait retrouver dans certains outils, par exemple, à base de nickel, chrome et molybdène. Un exemple que je peux vous donner, c'est par exemple le 34 NiCrMo16 qui est assez classique dans les utilisations des aciers notamment dits faiblement alliés. Alors ensuite, si on cherche à conférer des propriétés accrues, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est pour changer les propriétés d'usage ou les propriétés de fabrication, vous comprenez bien par exemple, si je prends l'or pur, donc le symbole de l'or ça s'écrit AU, l'or pur, si vous prenez une pépite d'or pur, c'est du cubique à face centrée, c'est donc un matériau très mou, très malléable, donc si vous voulez faire un bijou par exemple avec de l'or pur, il va y avoir un problème, parce que si vous portez une pépite, au moindre contact, au moindre choc, vous allez déformer cette pépite. Donc en général, si on veut obtenir une médaille, ou si on veut obtenir une chaîne, ou si on veut obtenir une bague, il va falloir que l'on durcisse cette or pure pour pouvoir la travailler, la ciseler, la mettre en forme correctement, et surtout que la forme donnée à l'objet qui est fabriqué à base de cet or conserve sa forme au fur et à mesure du temps, surtout quand vous le portez. On peut donc par exemple mélanger à notre or du cuivre, histoire de garder la couleur jaune de l'or, on sera toujours sur de l'or dit jaune, et on va avoir un matériau qui sera donc de l'or naturellement moins riche en or. Je vous rappelle que de l'or pur c'est du 24 carats, donc ici on va se retrouver avec 3 atomes d'or pour un atome de cuivre, donc on va chuter cette fois-ci à 18 carats, donc certes on aura peut-être de l'or de moins bonne qualité en termes de contenu d'or, par contre il sera suffisamment bon pour être travaillé, c'est-à-dire usiné, ciselé, mis en forme et surtout avoir une tenue dans le temps beaucoup plus correcte que si c'était de l'or pur. Naturellement on aura la même chose, comme on l'a dit préalablement,
avec des mélanges fer-carbone, donc une base de type acier. Et si je veux avoir par exemple des aciers qui soient utilisés pour être extrêmement durs, par exemple par trempe, je vais utiliser des aciers faiblement alliés, typiquement avec les éléments dont je parlais tout à l'heure, nickel, chrome, molybdène, qui vont améliorer la trempabilité de la pièce. Avoir donc des aciers à outils par exemple, mais également des aciers que vous connaissez sous le nom de aciers inoxydables, qui sont capables de tenir la corrosion, contrairement aux aciers classiques, car ils sont très riches en éléments de chrome par exemple. Donc là on est plutôt sur des gammes d'acier très fortement alliés. Donc voilà, en gros, gardez dans votre tête que dès qu'on va vouloir faire un alliage métallique, dès qu'on rajoute des éléments d'addition, c'est pour conférer des propriétés accrues dans le sens désiré naturellement, c'est-à-dire aussi bien des propriétés d'usage mécanique par exemple que de fabrication, mais on pourrait également imaginer des propriétés physiques ou chimiques, où là typiquement on vient de le dire, un acier inoxydable, c'est pour tenir la corrosion, donc un aspect durabilité à ce niveau-là. Alors de façon très générique, bien sûr, il y a des exceptions, notamment dans le secteur de l'électronique et de l'électricité, mais bon, on va rester très général, et notamment dans le cadre qui nous intéresse, nous, le génie mécanique et productique. On utilise très rarement des corps purs ou des mélanges parfaitement homogènes. On va plutôt utiliser des systèmes alliés avec des phases internes plus ou moins différentes pour assurer des propriétés d'usage et de fabrication bien spécifiques. Donc en gros, on va avoir besoin de définir des structures nécessaires donc au comportement souhaité, et naturellement on aimerait connaître les compositions, les répartitions des phases associées pour prédéterminer ces propriétés, mais également connaître les microstructures internes. Donc pour ça on va avoir besoin de définir ce qu'on appelle des phases, pour les connaître, les caractériser et savoir donc quelle quantité de phases on va vouloir utiliser avec quelle autre quantité de phases. Et pour ça on va utiliser un outil qui s'appelle le diagramme de phase, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qu'on traitera plus tard naturellement dans une vidéo qui traitera complètement de la lecture et la compréhension de ces diagrammes de phase. Mais déjà on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une phase? Donc une phase, c'est ce qu'on va appeler une partie homogène d'un corps. Alors, ok, pour l'instant on reste un petit peu flou ici. Ça veut dire quoi? Que une phase contient en tout point la même composition chimique, mais surtout les mêmes propriétés chimiques et physiques. Si je prends par exemple un cristal, donc une structure cristallographique de type cubique centré, je vais dire que cette structure reste cubique centrée en tout point. Dans ce cas-là, on parlera par exemple de solutions solides, ou de composés définis, donc tout ça c'est des choses que l'on verra plus tard, ou par exemple un métal pur. Si je prends le fer dont on a parlé tout à l'heure, vous savez que le fer à l'état ambiant, donc à la température ambiante, pardon, est un cubique centré. Si j'y rajoute un petit peu de carbone, vraiment très peu, je vais conserver cette structure cubique centrée. Je dirais donc que le métal que j'ai obtenu par alliage de fer et de carbone est une solution solide de carbone dans le fer, mais qui reste cubique centré, surtout avec une concentration donnée. Par exemple, on aura une concentration maximale de 0,006% de carbone dans ce fer pour conserver le cubique centré. Donc ça veut dire qu'une phase doit rester homogène dans toute sa structure, et homogène donc aussi bien en composition qu'en propriété, donc en structure. Alors l'exemple que je peux vous donner pour que ce soit un petit peu plus clair, parce que peut-être que ce que je suis en train de dire là c'est du charabia pour certains, si vous prenez un verre d'eau, donc là bien sûr je suis dans une phase liquide, je suis bien dans une structure à l'état liquide qui contient 100% d'H2O. J'ai bien une seule et unique phase. Par contre, si dans ce verre d'eau j'y rajoute des glaçons, je comprends bien que dans ce cas-là, j'ai une deuxième phase qui apparaît. Pourquoi? Car le glaçon qui est bien composé chimiquement d'H2O est dans un état solide cette fois-ci. J'ai donc bien deux fois H2O, mais une fois à l'état liquide, une fois à l'état solide. J'ai donc bien deux phases d'H2O, car j'ai une phase liquide et une phase solide. Dans ce cas-là, je dirais que j'ai deux parties homogènes dans mon verre, une H2O liquide et une H2O solide. J'aurai bien deux phases distinctes naturellement au niveau de ce verre. Donc pour ça, on va avoir besoin d'étudier la variation de ces phases. Or, les phases vont varier en fonction de quoi? On a vu tout à l'heure qu'un alliage était un mélange d'atomes, donc on va avoir des concentrations qui vont changer en fonction de la quantité d'atomes que l'on va mettre les uns avec les autres. Donc on va avoir des phases qui vont dépendre de la composition, mais ces phases vont également dépendre de la température à laquelle vous travaillez, mais également d'un autre facteur extérieur qui pourrait être la pression. Donc en gros, les phases qui peuvent exister vont exister à travers notamment trois choses: la composition, la température et la pression. Si je continue un petit peu sur l'exemple de l'eau, on sait que si je change la pression, je peux
abaisser par exemple ou augmenter la température de fusion, la température de vaporisation. Par exemple, hein, si j'augmente la pression, en général, je vais abaisser ces températures. C'est un petit peu le cas de l'air, hein, si vous voulez aller faire de la plongée sous-marine par exemple, pour pouvoir contenir un maximum d'air quand vous plongez, on va comprimer l'air que vous respirez dans des bouteilles, et on va en fin de compte avoir de l'air à l'état liquide dans les bouteilles, donc on va avoir besoin d'un détendeur bien sûr pour pouvoir le respirer, mais vous voyez qu'en changeant la pression, je peux complètement changer ici les phases, donc l'état liquide, l'état de vapeur ou carrément même aussi l'état solide, grâce au phénomène de pression. Naturellement la température va changer également ces phases. Autre exemple qu'on pourrait donner, si vous prenez de l'eau pure, que vous y rajoutez du sel, naturellement les températures notamment de fusion ici pour de l'eau salée vont changer, un peu plus basse, hein. C'est pour ça que par exemple quand il neige, on va rajouter du sel sur les routes pour pouvoir abaisser cette température de fusion et éviter justement d'avoir trop de glace sur la route, hein, puisqu'on va changer grâce à ce mélange eau plus sel, la température de fusion qu'aurait l'eau classiquement autour de 0 degré, là serait plus basse de quelques degrés. Voilà, donc c'est ce qui se passerait au niveau des alliages métalliques également. On va venir ajouter des éléments, ces éléments vont changer les compositions, donc d'office l'élément pur ne va plus se comporter de la même façon d'un point de vue thermique et d'un point de vue pression également, donc au niveau des phases qu'il devrait avoir s'il avait été pur. Et naturellement, quand on va faire varier cette composition avec des facteurs externes que sont la température et la pression, je vais avoir la création de phases qui peuvent être ressemblantes à la matrice pure, donc c'est-à-dire au métal pur, ou des phases qui n'ont plus aucun rapport, et dans ce cas-là, qui apporteraient des propriétés vraiment très différentes de l'alliage, simplement quasiment non transformées avec un tout petit peu d'éléments d'alliage. Et là, on aurait des structures qui peuvent complètement changer drastiquement de propriétés mécaniques, donc de propriétés d'usage et de fabrication. Donc, une autre définition qui apparaît ici, c'est la notion de constituant. Donc on a dit qu'une phase était un corps homogène, hein, donc rappelez-vous, homogène en composition et homogène en structure. Et un constituant, ça va être quoi? C'est en fin de compte la phase dont on vient de parler, hein. On va dire que cette phase est un constituant. Mon verre, par exemple, si je regarde mon verre d'eau, je veux dire qu'il est constitué d'une phase unique qui est de l'eau. Mais le constituant peut être également un mélange de phases, donc cette fois-ci vous voyez qu'on commence à être plutôt hétérogène à ce niveau-là, et là c'est typiquement l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure du verre d'eau avec ses glaçons. Si je regarde mon verre d'eau, donc ce contenant contient quoi? 2 phases, et je dirais donc que ce verre d'eau est constitué d'eau avec des glaçons, donc il sera un mélange de 2 phases. Alors, le mot constituant va donc considérer un composant à part entière dans une microstructure. Là, c'est l'exemple de mon verre d'eau. Je vais dire que ça, c'est mon composant que je suis en train de regarder, c'est mon verre. Et que contient ce verre? Soit il contient 100% d'eau, il est donc constitué d'une seule phase, soit il contient de l'eau avec des glaçons. Et je dirais dans ce cas-là que ce verre d'eau est constitué de 2 phases en son sein. Donc c'est ce que l'on pourrait avoir au niveau des microstructures. Donc là on verra par exemple des cristaux. Donc si le cristal contient une seule et unique phase, on dira que ce cristal est constitué d'une phase unique. Donc j'ai un constituant à phase unique. Si par contre ce cristal contient 2 phases, ou voire peut-être même plus, donc on peut avoir plus d'éléments que ça, je dirais dans ce cas-là que ce cristal est constitué, donc composé de différents éléments, et je donnerai un nom particulier à cette constitution. Donc je lui donnerai par exemple le verre d'eau, c'est un verre d'eau, et le verre d'eau avec les glaçons, je dirais c'est un verre d'eau glacé. Donc naturellement, quand on a plus de 2 phases au sein de ce composant, on peut être hétérogène, hein, puisqu'on a des phases qui sont différentes. Donc un autre exemple que je peux vous donner pour essayer de comprendre ce que serait un composant biphasé. Donc on parlait de l'eau glacée tout à l'heure, prenez de l'huile et du vinaigre. Donc si je prends de l'huile pure, j'ai bien une seule et unique phase, donc j'ai de l'huile. Je dirais que j'ai un composant monophasé d'huile. Je prends du vinaigre, j'ai un composant monophasé de vinaigre. Et si maintenant vous mélangez l'huile et le vinaigre, vous comprenez que vous allez obtenir dans votre shaker, dans votre bol ou dans le saladier que vous avez là, un système hétérogène d'huile et de vinaigre, mais un composant donc biphasé. Et ce composant, on l'appelle comment? Vinaigrette. Voilà, on donne un nom parce qu'on a 2 phases différentes à ce composant. Donc la vinaigrette est bien un composant biphasé d'huile et de vinaigre, mais naturellement qui forme un seul et unique constituant. Alors, un alliage métallique qui va contenir quoi? Alors il peut contenir déjà des éléments purs, donc on peut retrouver l'élément de base sous forme pure, c'est-à-dire un constituant pur, entendez bien ce que je dis là, hein, un constituant pur. Je peux y trouver également des solutions solides, alors ça on va donner les définitions juste après, mais gardez dans votre tête qu'on parlera de solvants
et de soluté. L'exemple que je peux vous donner pour le comprendre un petit peu et saisir un petit peu ce que je suis en train de dire là, si vous prenez de l'eau et du sel ou de l'eau et du sucre, vous comprenez bien que l'eau va dissoudre le sucre ou le sel en son sein, donc le sucre ou le sel seraient des solutés, alors que l'eau serait le solvant. Et on parlera donc d'eau sucrée, du sirop par exemple, ou de l'eau salée. Et on pourra dire à ce moment-là qu'on a une solution liquide de sucre dans l'eau pour le sirop, ou de sel dans l'eau salée. Et donc on parlera de solution liquide. Et bien là, dans le cas des alliages métalliques, donc des matériaux à l'état solide, on pourra dissoudre des éléments, par exemple le carbone sera dissous au sein du fer. On dira donc que le carbone est un soluté et que la matrice de fer est son solvant. Donc on parlera bien de solution, mais cette fois-ci à l'état solide. Donc on distinguera parmi ces solutions, et là encore une fois je vous donnerai le détail par la suite, on aura des solutions qui seront dites primaires, alors parfois on appelle ça terminal, alors vous comprendrez quand on fera les diagrammes de phase notamment pourquoi on dit terminal, et on aura ce qu'on appelle des solutions secondaires ou dites intermédiaires. Ensuite, on pourra avoir ce qu'on appelle des composés intermétalliques. Alors, composés, déjà, là il manquerait deux petits mots. Il faudrait dire, pour être plus juste, composés chimiquement définis ou composés chimiques définis de type intermétallique. Alors, un composé chimique défini, c'est quoi? Il y en a un que vous connaissez très bien, c'est H2O. Comment je fabrique de l'H2O? Il me faut 2 H plus un oxygène. Donc, ça veut dire qu'un composé chimique défini va être chimiquement défini par N atomes ou X atomes de A et Y atomes de B. Je vais donc avoir une composition stoichiométrique précise pour obtenir un composé chimique défini. Alors H2O, lui, c'est moléculaire. Et bien dans le cas des métaux, si je prends par exemple X atomes de A métallique plus Y atomes de B métallique, je vais obtenir un composé chimique défini de type intermétallique. Je pourrais donc écrire par exemple une équation d'équilibre où j'ai X atomes de A plus Y atomes de B qui me donne une structure qui est stoichiométriquement stable, AX, BY. Donc vous avez aussi ça par exemple pour de l'oxygène, si je prends 2 atomes d'oxygène, j'ai du O2, H2, etc. etc. D'un point de vue moléculaire, et on a la même chose d'un point de vue métallique. Alors on verra que on peut parler de composés intermétalliques, donc très souvent on va retrouver au sein de nos structures des composés notamment fortement métalliques, c'est-à-dire à liaison métallique, et vous verrez également qu'on parlera de composés avec une tendance à un petit peu moins métallique, peut-être un tout petit peu plus iono-covalent, c'est-à-dire proche de céramique. Mais bon, ça j'en reparlerai un petit peu plus loin dans les vidéos qui suivent. Ensuite, on pourra avoir ce qu'on appelle des précipités. Alors, pour être plus exact, le mot de précipité qui est ici est un mot générique, c'est-à-dire que la notion de précipitation est la notion de ségrégation locale d'atomes ou de ségrégation locale de phases. Donc, on dira par exemple que je vais précipiter une solution solide entre les joints de grains de mes cristaux, je vais précipiter un composé intermétallique au sein d'un cristal. Voilà, donc en gros, le mot précipité, c'est plus le phénomène d'agrégation ou de ségrégation d'atomes ou de phases en des lieux bien spécifiques. Alors si j'essaie de donner en gros une tendance générale à la compréhension de ce que je suis en train de dire là, les éléments purs et les solutions solides sont, on va dire, des phases principales, alors que toutes les phases que j'ai citées ici seront plutôt considérées comme des phases intermédiaires. Alors ensuite on parle de phase, donc ça veut dire qu'il va exister des variations au sein de nos alliages, sous forme de composantes, donc des variations au niveau des phases. Donc il existe une règle qu'on appelle la règle des phases, ou la relation de Gibbs, qui s'écrit comme étant V vaut C plus N moins phi. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? V déjà, c'est le nombre de variables ou le nombre de degrés de liberté que votre système, qu'on est en train d'étudier ici, donc l'alliage en fonction des conditions extérieures et des compositions de cet alliage, va avoir un certain nombre de possibilités de variance ou de variables internes. Et donc on va appeler cette variance ou ce nombre de variables grand V. Ensuite, C, ça va justement être le nombre d'éléments que vous allez étudier. Est-ce que vous avez 2 éléments, donc est-ce que vous êtes plutôt binaire, 3 éléments, ternaire ou autre? Donc C, c'est le nombre d'éléments que vous étudiez, et N sera justement le nombre de facteurs physiques que vous faites varier. Vous vous rappelez, on avait dit que les facteurs physiques c'était plutôt la température et la pression. Donc on voit que le nombre de variables libres qu'on va avoir peuvent être des variables de type éléments, donc combien de nombre d'éléments, et combien de facteurs physiques associés. Ensuite,
cette liberté de variation qu'on aurait ici va être pondérée par quoi? Par le nombre de phases ici que vous allez créer. C'est-à-dire que plus vous allez créer des phases, moins vous allez pouvoir être libre en termes de variation en composition et en facteurs physiques. Donc si par exemple, je pars du principe que, et c'est ce que nous ferons quand on va regarder le diagramme de phase, hein, on va prendre un alliage de type binaire, donc on va s'arrêter nous à deux éléments au niveau de l'étude, et également imaginons que l'on considère que la pression soit fixée par exemple à la pression atmosphérique, seule la température sera variante. Donc ça voudrait dire que dans mon système, je permettrais d'avoir une composition double qui puisse varier, hein, ici, donc deux éléments variants, une composition d'un élément 1 et la composition d'un élément 2, et ensuite la variation purement thermique. Ben, j'aurai donc ici C qui vaut 2, N qui vaut 1. J'aurai donc déjà 3 variables possibles à ce niveau-là. Ensuite, je regarde au niveau des phases. Ben, si je suis capable de créer de 1 à 3 phases, vous comprenez bien qu'ici, que V, donc le nombre de variables, donc la variance de votre système, va évoluer typiquement de 3-1, 2 à 3-3, 0. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des systèmes qui peuvent avoir des variations, donc des variables libres, ou des systèmes qui vont être complètement invariants. Donc je repense ce que je viens de dire là. Imaginons par exemple que je crée une seule et unique phase au niveau de mon mélange, ben, je vais bien avoir une variance qui vaut 2, donc ici un nombre de variables qui vaut 2, puisque j'aurai 2 plus 1 moins 1. J'aurai donc la possibilité, quand je n'ai qu'une seule phase à l'étude, c'est-à-dire si je regarde qu'une seule phase, de faire varier la composition d'un de ces éléments et par exemple aussi la température. Si par contre j'ai deux phases, bah cette fois-ci je vais me retrouver sur un système qui devient monovariant, donc V va valoir 1, et dans ce cas-là j'aurai qu'une seule variable possible, soit la composition ou la température, donc la composition d'un des éléments ou la température que je suis en train de pouvoir faire varier également si je suis avec deux phases. Ensuite, si je me retrouve avec trois phases, bah, je vais me retrouver sur un système qui vaut 3 moins 3, donc la variation vaut 0, j'ai un nombre de variables qui devient nul, et je suis donc dans un point d'équilibre en composition et en température. Donc ça on le reverra par la suite au niveau des diagrammes de phase, mais ça veut dire que en fonction des domaines en température et en composition qu'on étudie, naturellement vous pouvez faire varier les phases et donc automatiquement varier le nombre de variables que vous pouvez ajuster en composition ou en facteur physique, ici par exemple température et pression, mais on a figé la pression. Alors on va maintenant définir les différentes phases que l'on pourrait rencontrer dans un alliage métallique. Donc les premières que l'on pourrait avoir, ce sont justement les éléments purs, donc les atomes à l'état pur. Dans ce cas-là, quand on fait un mélange et que l'on retrouve des phases pures, on considérera donc que ces phases sont non solubles les unes avec les autres, puisque justement elles sont séparées en tant qu'atomes purs. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec la vinaigrette. Quand vous faites une vinaigrette, vous mélangez de l'huile et du vinaigre, vous allez retrouver au niveau du mélange des parties d'huile pure et de vinaigre pur, puisque les deux sont dits non miscibles, donc non solubles. Donc ça, on pourrait avoir ce cas parfois justement d'alliage où on pourrait retrouver des atomes A parfaitement isolés d'atomes B, dans ce cas-là des atomes purs bien sûr, donc des phases qui seraient juxtaposées et des phases parfaitement pures, donc non solubles. Alors c'est pas du tout un cas générique, hein, c'est assez rare d'avoir des métaux non solubles, mais ça peut se voir et on verra quand on fera les diagrammes de phase, le type de diagramme qu'on obtiendra à ce moment-là. Ensuite, on peut obtenir ces fameuses solutions solides dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on va pouvoir avoir de la solubilité, on va pouvoir avoir des mélanges. Et on a dit tout à l'heure que quand on parle de solution, on a un élément qui sera le solvant, donc en général c'est l'élément de base, donc l'atome matriciel initial, et on va mettre au sein de cet élément de base un atome d'alliage, donc qu'on va insérer au sein de la matrice de base, ou même substituer, on parlera d'insertion et de substitution, on verra ça juste après, et on dira donc que cet atome sera le soluté, et donc sera dissous au sein du solvant. Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, le fer et le carbone typiquement sera dissous par le fer, donc le fer sous forme matricielle, et le carbone va s'insérer au sein de la structure cubique centrée du fer, et donc on aura bien une solution solide de carbone, soluté, dans le fer, le solvant. Donc, on peut avoir des miscibilités ou des solubilités totales, ça encore une fois c'est pas générique, mais il existe des atomes métalliques qui peuvent parfaitement se mélanger l'un et l'autre. On verra un exemple dans la vidéo sur les diagrammes de phase avec le cuivre
et le nickel, par exemple, qui sont parfaitement solubles, mais très génériquement, on est plutôt avec des mélanges dits partiellement solubles. Donc en gros, les cas plutôt rares sont les non solubles et les solubles parfaits, et le cas plutôt générique, c'est des atomes qui sont plutôt à ce qu'on appelle miscibilité ou solubilité partielle. Ça veut donc dire que si on peut mélanger de façon partielle deux atomes métalliques, c'est qu'il existe une limite de solubilité ou une limite de miscibilité. Prenez peut-être un terme plus générique, une limite de saturation à l'état solide. Ça veut donc dire que le soluté, je pourrais en mettre une certaine quantité au sein du solvant, et passer cette quantité, je vais saturer le système. L'exemple très simple que je peux vous donner pour que vous compreniez là, c'est vous prenez de l'eau et du sucre et vous mélangez du sucre dans l'eau. Vous allez obtenir du sirop. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que vous ajoutez du sucre, vous comprenez bien que vous risquez de saturer le sirop et donc à un moment donné, l'eau ne pourra plus dissoudre ce sucre et vous aurez du sucre qui va rester à l'état solide au fond de l'eau. Vous aurez donc une phase de sucre pur dans un sirop saturé de sucre. Dans ce cas-là, vous aurez dépassé la limite de saturation. Et bien c'est pareil pour les métaux, quand vous allez les mélanger, s'ils ont une solubilité, une miscibilité partielle, vous avez droit à mélanger une certaine quantité de soluté dans le solvant. Au-delà de cette quantité, donc de cette limite, vous allez saturer, donc créer une nouvelle phase. Donc on parlera de limite de solubilité, limite de miscibilité ou limite de saturation, bien sûr, à l'état solide. Alors, les deux types de solutions solides que l'on rencontrerait seraient la solution solide de substitution et la solution solide d'insertion. Donc, déjà, on a parlé du carbone tout à l'heure et on a dit qu'on ferait une insertion dans le fer. Alors, on va le reprendre, ne vous inquiétez pas, on va parler de ces deux types de solutions solides. Donc, la première serait la solution solide de substitution. Donc, on aurait quoi? Un soluté qui va substituer un atome ici du solvant. Donc vous voyez que normalement j'ai une matrice parfaitement bleue partout, donc ça sera la matrice du solvant, et de temps en temps qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Remplacer un atome bleu par un atome rouge ici, qui serait le soluté. Et je vais donc dire que cette solution solide est une solution où l'atome de soluté a substitué, remplacé un des atomes du solvant. Donc je parlerai bien de solution solide de substitution. Et si cette miscibilité est totale, je pourrais le faire complètement, c'est-à-dire que typiquement, si je rajoute tout plein d'éléments rouges, ici, vous comprenez qu'à un moment donné, le solvant va devenir minoritaire. Donc si j'ai plein de rouge et peu de bleu, cette fois-ci, le soluté deviendrait solvant, et le solvant viendrait le soluté. Donc ça, c'est le cas d'une miscibilité totale. Et dans le cas d'une miscibilité partielle, si je mets trop d'atomes rouges au sein des atomes bleus qui sont ici, je vais saturer le système et créer une seconde phase. Donc, quelle est la règle pour pouvoir substituer? Vous comprenez bien qu'il faut que les deux atomes qui sont ici aient des rayons atomiques. Je me suis permis de mettre Ra pour rayon atomique. Il faut qu'ils aient des rayons atomiques très très proches pour pouvoir se substituer à ce niveau-là. Donc bien sûr, plus les rayons sont proches, alors il n'y a pas que ces règles-là, il y a aussi des règles d'électronégativité, des règles également de cristallinité, puis d'autres règles qui peuvent se rajouter à ce niveau-là. Donc en gros, plus les atomes sont proches d'un point de vue rayon, mais aussi d'un point de vue comportemental, plus la solubilité va augmenter, donc plus le seuil de saturation va augmenter, et parfois quand les atomes sont très très proches d'un point de vue comportemental, on a des solubilités parfaites, typiquement cuivre et nickel pourraient avoir une solubilité complète. Donc si je prends un exemple de seuil de saturation, le cuivre et le zinc, je vous ai dit tout à l'heure que le cuivre et le zinc vont former la famille des laietons, le cuivre va former le solvant, donc ici la partie bleue, et le zinc sera donc la partie rouge ici, le soluté qui va donc substituer notre cuivre, et le seuil de saturation de zinc dans le cuivre vaut 35%, attention ici en masse, c'est-à-dire que au maximum je peux mettre 35% en masse de zinc dans le cuivre, donc dans le mélange complet. Au-delà, je vais saturer le système. Alors ce qui est très important ici dans la notion de solution, c'est que je vois que mon cuivre il est cubique à phase centrée, donc ça c'est la structure cristalline du cuivre, vous allez lui rajouter du zinc qui est hexagonal, et le laiton que vous allez obtenir, tant que vous ne dépassez pas les 35%, va être un laiton de type cubique à phase centrée. Dans ce cas, on dira que la solution solide que l'on regarde ici sera une solution solide primaire ou terminale, car elle conserve la structure du métal solvant, donc du métal de base. Si jamais vous dépassez les fameux 35% qui sont ici, vous allez donc saturer ce laiton va donc créer une seconde phase
au sein de cette solution solide primaire, et cette seconde phase peut être soit une solution solide secondaire, avec modification dans ce cas-là de la structure cristalline initiale, donc on aura un laiton avec une nouvelle structure cristalline en seconde phase ici, ou par exemple un composé intermétallique. Donc génériquement, quand on a une solution solide de substitution ici, mais également d'insertion, ça pourrait être la même chose, qui conserve la structure initiale du solvant, par ajout sans dépasser le seuil de solubilité, on est plutôt sur une solution solide de type primaire. Donc ça, je le rappellerai dans les diapos qui viennent juste après. Donc dans le cas d'une solution solide de substitution, on a différents types de répartition du soluté. Alors on a soit une répartition désordonnée, c'est-à-dire qu'on va avoir ici la structure globale qui reste identique, d'accord, donc des atomes qui ont des structures et des rayons proches vont plutôt pouvoir se noyer dans la matrice de façon désordonnée en son sein, mais je peux également avoir une répartition purement ordonnée au sein de la matrice métallique de base. Donc ici je vais avoir une alternance parfaite entre les atomes de solvant et les atomes de soluté, et je peux avoir également ce qu'on appelle des solutions solides avec plutôt des rassemblements atomiques où le soluté va plutôt avoir tendance à vouloir se rassembler dans des parties bien spécifiques, et on est très très proche dans ce cas là sur un phénomène qu'on pourrait appeler un phénomène de ségrégation locale, limite une précipitation locale de ces atomes au sein de cette solution solide. Dans le cas, cette fois-ci, d'une solution solide d'insertion, on va avoir le rayon atomique du soluté qui sera plus petit que le rayon atomique du solvant. Donc le soluté se mettra dans les sites interstitiels du solvant. Je vous rappelle qu'on avait vu ça lors de la vidéo sur l'architecture atomique, sur la cristallographie. On avait parlé des sites d'insertion. On avait dit qu'ils pouvaient être, par exemple, entre autres les plus gros, bien sûr, octaédriques et tétraédriques. Donc en général, c'est plutôt ceux-là qui sont utilisés. Et typiquement, les atomes qui sont capables d'être des solutés interstitielles dans une matrice de solvants métalliques sont en général les atomes d'hydrogène, de bore, de carbone, d'azote et d'oxygène. Donc là, naturellement, le rayon sera beaucoup plus petit que le rayon de l'atome solvant métallique que l'on aura ici. Alors dans tous les cas, on aura une modification des paramètres de maille, puisqu'on va avoir des atomes de rayon différents, que ce soit en solution solide de substitution ou d'insertion, et cette modification de paramètres de maille va automatiquement être engendrée par la distorsion locale du fait justement de ces écarts de rayon. À partir de ce moment-là, si vous modifiez les paramètres de maille, vous allez automatiquement modifier les propriétés cristallographiques, donc les propriétés globales, physiques, chimique et mécanique. C'est pour ça que dès qu'on va faire un alliage métallique, on peut créer par exemple des solutions solides. Les solutions solides engendrent des modifications internes des paramètres par distorsion, donc des modifications des propriétés. Alors revenons maintenant à la fameuse solution solide qu'on avait appelée primaire ou également qu'on avait nommée terminale. Alors ici, qu'est-ce qu'on aurait? On aura bien un corps A que l'on va mélanger avec un corps B, donc rappelez-vous le métal de base, le solvant, et le métal soluté ici. Et ce qui est important surtout quand on parle de solution solide primaire, c'est que quand on rajoute un tout petit peu d'élément B, on voit qu'on est très très proche du corps pur A, d'où le nom primaire. Et surtout, quand on mélange les deux, c'est-à-dire un peu de B dans A, on va obtenir une solution solide de B dans A, que l'on pourrait appeler par exemple alpha, mais surtout qui conserve l'architecture cristalline du corps pur initial. On voit ici que le solvant est de type hexagonal compact, et on voit que la substitution ici d'un atome A par un atome B ne change absolument pas la structure cristalline du métal de base. Donc, on pourra dire que cette solution solide de B dans A, avec un peu de B dans A, ne modifie pas la structure cristalline de A, et donc alpha est bien une solution solide primaire ou terminale. De la même façon, si on se plaçait sur 100% d'atomes de B, donc on prendrait le corps B ici comme solvant, dans ce cas-là dans l'autre sens, là c'est 100% de A pris comme solvant, on y rajoute un petit peu de B, par exemple 99% de A et 1% de B. Là, on fait l'inverse. On prendrait au départ 100% de B. On aurait une structure, par exemple, cubique à face centrée. Et si je passe à 99% de B et j'y mets un petit peu d'atome de A en soluté, et qu'on s'aperçoit que la structure cristalline obtenue à la fin, donc qu'on pourrait appeler ici par exemple bêta, eh bien une solution solide, cette fois-ci de A dans B, mais surtout avec la même
architecture cristalline que le corps pur B, donc ici cubique à face centrée, on dira que la solution solide obtenue ici serait primaire. Donc dans les deux cas ici, ce qui est important à retenir, c'est que alpha et bêta sont bien des solutions solides, la première de B dans A et la seconde de A dans B, mais dans les deux cas, la structure cristalline finale n'a absolument pas changé par rapport à la structure cristalline initiale. Alors, si on réexplique ce que l'on vient de dire, mais cette fois-ci en s'appuyant sur une échelle en pourcentage de l'élément B. On aurait donc à gauche 0% de B, donc 100% de A, et à droite 100% de B, donc 0% de A. On aurait donc à gauche le corps pur de type A, et on aurait bien sûr à droite le corps pur de type B. Et ce qu'on a dit juste avant, c'est quoi? C'est si je rajoute un petit peu d'éléments de B dans A, je vais voir apparaître une solution solide que l'on avait appelée alpha préalablement, qui contient des éléments de B en substitution d'éléments de A dans une structure cristalline qui est exactement la même que la structure cristalline du corps pur A. Pareil, si je me mets à droite, je verrai apparaître quoi? Une solution solide qu'on avait appelée bêta, et on verrait à ce moment-là quelques atomes de A qui viennent se mettre dans la structure cristalline de B, mais sans changer la structure cristalline de B. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont donc solutions solides primaires et terminales, dans le sens où, vous voyez, on est bien ici à 0, donc à 0% de B et 100% de A, donc on est terminal d'un point de vue de A, et si je me mets ici à droite, je retrouve du 100% de B, donc je suis bien terminal par rapport à B. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Cette fameuse limite de solubilité. Donc ici, par exemple, on serait dans le cas d'un mélange A et B à solubilité partielle, donc pas totale. Vous vous rappelez, on avait parlé par exemple du cuivre et du nickel qui pourraient être total. Mais ici, comme on est partiel, on va, après avoir saturé alpha, créer une seconde phase. Inversement, si je prenais ici bêta et que je gorge bêta de 1, je risque de dépasser ce seuil de saturation et je vais créer une nouvelle structure. Et bien, si entre les deux, il ne se passe rien d'autre que la création de alpha et bêta, en réalité, ce que l'on verrait apparaître, c'est quoi? Quand alpha sature, c'est-à-dire quand il devient trop riche d'éléments de B en A, cette structure étant saturée, elle va en créer une seconde. Or, la seconde qui peut exister s'il n'y en avait que deux, ça serait bêta. Conclusion au milieu, qu'est-ce que j'aurais? Une structure riche en A avec des solutés de B en son sein de type solution solide alpha, et va se mettre en même temps que cette solution solide de type alpha, la solution solide de type bêta, qui elle serait très riche en B, avec un petit peu d'éléments de A. Naturellement, dans l'autre sens, qu'est-ce que l'on pourrait dire? Pareil, si je prends le corps pur B ici, je mets 100% de B, je rajoute un peu d'éléments de A, tant que je ne sature pas, je reste ici comme B, mais je m'appelle solution solide de type bêta, et si je mets trop de A, cette solution va saturer, donc elle va rester telle qu'elle, mais elle va créer une seconde solution riche en atomes de A, et donc pauvre en B, donc ça sera la solution alpha. Dans les deux cas, on voit que alpha, bêta sont bien des solutions solides primaires terminales puisqu'elles touchent ici le 100% de A, donc le 0% de B, et également le 100% de B, donc le 0 de A. Et entre les deux, s'il n'y a aucune autre solution solide de type intermédiaire qui existe, j'aurai dans ce cas-là, au-delà des deux bornes de saturation, la présence de ces deux solutions solides primaires ensemble. Donc on aurait un composant biphasé qui serait alpha plus bêta. Donc, gardez bien ici que alpha et bêta sont bien deux solutions solides primaires, qu'on le regarde dans leur domaine seul, donc en tant que constituant monophasé, ou en tant que constituant biphasé, ici biphasé. Pourquoi? Parce que alpha et bêta vont se retrouver alternés. Alors, que se passe-t-il dans le cas d'une solution solide secondaire, ou qu'on avait appelé également intermédiaire? On reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, on avait bien les corps purs qui peuvent être de type A ou de type B, et quand on les mélange, tout à l'heure on avait dit que pour rester primaire, il ne fallait pas changer de structure, et il fallait être collé notamment aux corps purs A et B. Et bien là, ce qui risque de se passer, c'est quoi? C'est que quand on va mélanger du A et du B, et bien les deux vont proposer une nouvelle structure cristalline, et surtout cette structure ne sera pas collée à un 100% de A ou un 100% de B. Elle sera donc, vous vous rappelez, sur l'échelle dont on a parlé tout à l'heure en pourcentage de B, au milieu ou quelque part au niveau de l'échelle, mais certainement pas collée
à un extrême, donc de façon terminale. Donc ici, qu'est-ce que l'on aurait? On aurait un corps pur A avec un corps pur B que l'on va mélanger avec un certain pourcentage, et le résultat final pourra être différent de ces deux structures. Donc on aura par exemple ici un corps A, comme on l'avait tout à l'heure, hexagonal compact, un corps B de type cubique à face centrée, et la résultante serait une structure que l'on appellerait gamma, qui elle serait cubique centrée. Et cette structure sur l'axe ne serait pas collée à un 100% de A ou un 100% de B. On dira donc que cette solution solide sera secondaire ou intermédiaire. Donc on va faire naturellement la même chose que tout à l'heure. Ici on insiste sur le fait qu'on peut modifier la structure cristalline, et si on se replace sur cette échelle de 0 à 100%, on va donc voir ce changement de structure cristalline et surtout l'apparition de cette nouvelle phase ici au niveau de l'axe de façon intermédiaire et surtout pas collée à gauche ou à droite de façon terminale ou primaire. Donc si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, un corps pur A à gauche avec un corps pur B à droite, on pourrait voir apparaître ici une solution primaire de type alpha, donc elle est bien terminale car elle touche et elle conserve la structure du corps A, une solution primaire de type bêta qui est donc terminale car elle touche ici le corps B et conserve sa structure, et entre ces deux zones-là, voir une zone intermédiaire de composition où on voit apparaître un autre type de mélange de A et de B, où cette fois-ci, on n'est plus du tout collé au 100% de A ou au 100% de B, on est donc intermédiaire dans cette échelle, et cette solution solide s'appellera donc secondaire ou intermédiaire. Dans ce cas-là, on va reprendre le même raisonnement que ce qu'on avait dit tout à l'heure. Si je dépasse le seuil de solubilité que l'on a ici, je dois créer par saturation cette même solution, mais avec une solution en plus puisque celle-ci aura saturé, et on voit que l'élément qui est à droite ici est naturellement le second élément qui va apparaître en alternance avec la solution solide de type alpha primaire qui est ici. Pareillement ici, si entre cet élément et celui-ci il n'y a pas d'autre domaine monophasé que gamma, dans ce cas-là quand bêta va saturer, je vais bien retrouver du bêta saturé plus cette solution solide qui va être créée à cause de cette saturation. Donc qu'est-ce qu'on verra apparaître entre alpha et gamma? On verra apparaître une solution primaire de type alpha plus une solution secondaire de type gamma par alternance ici. Et qu'est-ce que l'on aura dans le domaine qui est ici? Également deux phases, la solution solide primaire de type bêta plus la solution secondaire de type gamma. Donc si on résume un petit peu ce que l'on vient de dire là à l'instant, on a bien alpha et bêta qui sont des solutions solides primaires ou terminales car elles proviennent des extrémums ici de l'axe, et gamma, elle, est pas du tout située au niveau des extrémas de cet axe, et on a bien donc une solution dite secondaire ou intermédiaire. Et entre les deux domaines ici, naturellement, on aura alternance de alpha et de gamma, primaire, secondaire, et ici, alternance de gamma et de bêta, secondaire, primaire. Donc ne mélangez pas les deux, gardez dans votre tête primaire, on est collé à un 100% à droite ou 100% à gauche, ici bien sûr 100% de A, alors que l'intermédiaire, on est, d'un point de vue de l'échelle ici, intermédiaire et non collé à une concentration terminale. Alors on va utiliser ici quelques petits exemples, on va dire que vous avez l'habitude de connaître dans la colonne de gauche, et puis donner quelques exemples avec les matériaux métalliques, notamment en comparant le nombre de phases. Donc si je prends par exemple le gaz que l'on respire, c'est un mélange homogène d'azote et d'oxygène, à peu près 20%, 80%, et ça reste du gaz. Donc on est dans un état gazeux et on a une composition chimique définie. Donc on a une seule et unique phase. Dans le cas d'un sirop, si on considère que ce sirop c'est donc de l'eau sucrée et que l'on n'a pas saturé ce sirop, on pourra dire également qu'on a une seule phase, cette fois-ci à l'état liquide. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué préalablement. Si je prends par exemple du cuivre et du zinc pour former du laiton avec moins de 35% en masse de zinc, j'obtiendrai une structure cubique à face centrée, une seule et unique, donc très proche de celle du Cu, donc une solution solide de substitution ici primaire ou terminale, et j'aurai bien une seule et unique phase. Dans le cas d'un sirop saturé, donc imaginez que vous mettiez trop de sucre dans l'eau, votre sirop va donc saturer, le sucre va réapparaître à l'état solide, ou du moins ne va pas être dissous par l'eau. On aura donc deux phases à ce niveau-là, et ça correspondrait à quoi? Ce qu'on avait dit préalablement, si je prends du laiton
au-delà des 35%, donc à peu près autour de 40%. Donc ça serait par exemple un CuZn 40Pb1, donc ici 40% de zinc et 1% de plomb, hein, fortement titré. Et on aurait dans ce cas-là automatiquement deux phases en présence, comme dans le cas d'un sirop saturé, puisque dès qu'on va saturer, la solution primaire va saturer et créer une seconde phase. Si je prends de l'eau et de la glace, je vais avoir deux compositions identiques mais deux états différents, donc bien sûr deux phases associées. On aurait par exemple deux solutions solides, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, une primaire et une secondaire, et donc également deux phases. Si je prends l'eau et l'huile, là on a deux éléments parfaitement non miscibles. Alors on pourrait trouver ce genre de choses par exemple quand on fait du fritage ou des poudres où on aurait que des cristaux d'aluminium et que des cristaux de cuivre collés les uns aux autres, donc on aurait également deux phases mais ici non solubles. Et si je prends un dernier exemple ici par exemple, si on prend 50% en atomes de cuivre et 50% en atomes de zinc, j'aurais donc une structure CuZn qu'on avait appelée composé intermétallique. Cette structure serait de type cubique centré, une seule composition en atomes et une structure cristalline, donc une seule et unique phase. Alors dans les différentes diapos que je vous ai présentées préalablement, hein, j'ai utilisé très souvent la notion de pourcentage en masse ou de pourcentage en atomes. Alors il y a d'autres types de pourcentages qui existent, hein, mais ici là je n'en présenterai que deux. Donc pour exprimer la composition chimique, on pourrait par exemple utiliser le pourcentage qu'on appelle en poids pour cent. Donc comment s'écrit ce poids pour cent? Donc on va utiliser la lettre W pour weight en anglais, hein, et le /0 donc pour le pourcent. Donc on mettra W/0, donc le poids pour cent vaudra quoi? La masse de l'impureté que l'on regarde sur la masse totale fois 100. Et on pourrait également regarder la composition chimique, cette fois-ci en atomes pour cent, et donc on utilisera ici en anglais ce qu'on appelle the atomic percent, donc A/0, qui sera donc le nombre d'atomes d'impureté sur le nombre total d'atomes que l'on a dans le mélange fois 100. Donc si on prend par exemple le mélange fer-carbone, on pourrait avoir le poids pour cent de carbone. Comment ça s'écrirait dans ce cas-là? On marquerait poids pour cent virgule du carbone, qui sera égal à quoi? À la masse de carbone que divise la masse de carbone plus la masse de fer multiplié par 100. Et là on aurait donc le poids pour cent de ce carbone dans l'acier qui est ici, un acier en carbone pur. Si je prends maintenant le nombre qui est en dessous, donc la quantité d'atomes pour cent, et je veux exprimer l'atome pour cent de carbone dans un mélange fer-carbone, qu'est-ce que j'écrirais? De la même façon, j'irais écrire que l'atome pour cent de ce carbone, que j'écrirai donc A/0,C, sera égal à quoi? Au nombre d'atomes de carbone que divise le nombre d'atomes total, c'est-à-dire le nombre d'atomes de fer plus le nombre d'atomes de carbone, le tout fois 100. Donc j'aurai bien un poids pour cent de carbone et une quantité en atomes pour cent de carbone. Ces deux échelles, ou du moins ces deux pourcentages, ici en composition chimique, seront utilisés dans les diagrammes de phase en tant qu'abscisse pour exprimer la composition chimique du mélange. Alors il existe d'autres échelles, hein, notamment on parle de titrage, par exemple des titrages molaires, on pourrait titrer la composition chimique en mol d'atomes de A et en mol d'atomes de B, mais nous on travaillera notamment sur la notion de poids pour cent et également d'atomes pour cent. Alors, on va présenter ici maintenant quelques exemples pour clôturer ce chapitre-là. On va parler d'abord de la ferrite. On verra qu'on en reparlera quand on sera dans le chapitre diagramme de phase et notamment quand on parlera des aciers. Donc la ferrite est une solution solide d'insertion. Donc ici vous avez un cliché d'une analyse de la microstructure, donc après polissage et attaque chimique au nital, et on voit apparaître des grains plus ou moins blanc-gris ici, hein, à ce niveau-là, avec on voit bien ici les jonctions entre grains, hein, ce qu'on appelle les joints de grains. Et donc cette ferrite en réalité c'est un fer pratiquement pur qui contient que quelques traces de carbone. Je vous l'avais déjà dit dans les diapos d'avant, mais c'est au maximum 0,006% de carbone en masse au sein du fer. Et c'est bien une solution solide d'insertion, mais c'est également une solution solide primaire d'insertion, car elle a la même structure cristallographique que le fer à la température ambiante, à savoir cubique centré.
C'est une structure qui est donc très proche du fer pur, donc à très faible dureté. On est à peu près entre 80 et 100 grand maximum de dureté Vickers, donc HV ici. Et on a un matériau qui est peu tenace et également très ductile. On peut aller jusqu'à quasiment 35% de ductilité. Donc cette ferrite est la première solution solide que l'on pourrait trouver dans le cas d'un acier à température ambiante, donc une solution solide primaire. D'insertion, pourquoi? Tout simplement parce que le carbone a un rayon beaucoup plus petit que le fer, et on a vu tout à l'heure, bien sûr, que le carbone ferait de l'insertion dans ce cas-là, dans un fer beaucoup plus gros que lui en termes de rayon. Donc voilà l'exemple de la ferrite ici en tant que solution solide d'insertion et de type en plus solution solide primaire ou terminale. Alors, nous avons également parlé des composés chimiques définis intermétalliques. Donc, pour rappel, on a dit qu'on était sur des structures plutôt ordonnées, architecturées. Donc, on va considérer que les composés chimiques définis sont des phases intermédiaires de type ordonné. Et on avait également dit au tout début de la présentation que ces composés chimiques définis de type intermétallique étaient des compositions stoichiométriques. Rappelez-vous, je prends X éléments de A et Y éléments de B et je crée une structure A, X, B, Y d'un point de vue stoichiométrique, et naturellement j'obtiens une structure cristalline parfaitement définie, et je précise par contre ici, chose que je n'avais pas dit préalablement, dans une gamme de températures donnée, c'est-à-dire que ce système reste stable, donc la composition reste stable pendant un certain gap de température. Donc l'exemple que j'avais cité préalablement, c'était le cuivre et le zinc. Je vous avais donné l'exemple tout à l'heure dans le petit tableau. J'ai dit vous prenez 50% d'atomes de cuivre et 50% d'atomes de zinc, donc j'aurai bien un Cu plus un Zn qui me donnera du Cu1Zn, donc naturellement du CuZn. CuZn sera donc un composé intermétallique, et si on regarde ce 50% en atomes pourcent ici, et que l'on dessine la maille cristalline, on verrait en réalité que le cuivre qui est ici cubique à face centrée et le zinc qui est plutôt hexagonal va donner un composé de type plutôt cubique centré. Donc qu'est-ce qu'on aura? On a un atome de cuivre et un atome de zinc. Je vous rappelle que dans un cubique centré, j'ai 1/8 d'atomes au sommet fois 8 sommets, donc un atome total au sommet. Je pourrais donc y mettre par exemple du zinc, et dans un cubique centré, j'ai un atome complet au cœur, donc au milieu ici de mon cube, et je pourrais y mettre par exemple du cuivre. Inversement, je pourrais très bien imaginer mettre 1/8 d'atome de cuivre ici sur les 8 sommets, et un atome de zinc plein à l'intérieur. Donc si on reconstruit en 3D le système cristallin, on revoit bien ce que je viens de vous dire ici. Donc soit je considère que c'est le zinc qui est au sommet d'un cube, et dans ce cas-là le cuivre est au milieu, soit je considère un cube de cuivre, et dans ce cas-là le zinc est au milieu, et on voit qu'on a bien une phase intermédiaire parfaitement ordonnée, une structuration complète cristallographique et surtout une composition stoichiométrique parfaitement respectée en tout point. On est donc sur un composé chimique défini de type intermétallique. Ici on a une liaison CuZn de type métallique. Un autre exemple de composé intermétallique serait plutôt un exemple moins marqué par cette structure métallique-métallique. Là on est sur du CuZn, donc on peut avoir des composés intermétalliques avec cette nature marquée, donc bien sûr celui dont je viens de parler, CuZn, mais on peut avoir du Cu3Al par exemple, MgZn2, etc. Mais d'autres qui pourraient, avec les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir l'hydrogène, le bore, le carbone, l'azote et l'oxygène, former ce qu'on appelle des hydrures, des borures, des carbures, des nitrures, des oxydes divers. Donc ça ressemble beaucoup plus à de la céramique, on est plutôt sur un comportement type céramique, donc on s'éloigne un petit peu de cette filiation métallique, on est plutôt sur de la céramique. Donc on pourrait parler de carbure de titane, de nitrure de titane, de carbure de tungstène, attention le W ici c'est du tungstène, d'oxyde de magnésium ou le carbure de fer. Et le carbure de fer, vous vous rappelez, je vous ai présenté la ferrite tout à l'heure qui était un mélange de fer et de carbone mais à l'état d'une solution solide d'insertion primaire. Et bien là on va être capable avec ce fer, quand on a énormément de carbone, former un carbure de fer. Et naturellement, ces différents éléments ici, les carbures, nitrures ou autres, ou les composés intermétalliques qui sont ici, sont stables, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes de concentration, sur des domaines en général étroits, ou carrément des verticales pures, et surtout pour une plage thermique importante, c'est-à-dire qu'on aura des matériaux qui seront considérés comme déjà durs, puisqu'on est proche du comportement de céramique, mais surtout, puisqu'on est stable dans une plage de température, ils seront considérés thermostables. Donc, je vous parlais à l'instant de la partie carbure
de fer, donc Fe3C. Donc cet exemple que je vous donne ici, c'est ce qu'on appelle la cémentite. On voit qu'on a 3 fers plus 1 carbone qui me donne bien du Fe3C. On est donc sur ce qu'on appelle la cémentite, qui est le carbure de fer. Et cette répartition Fe3C se fait dans naturellement tous les points du cristal qui est formé, et la maille ici est un petit peu particulière, c'est une maille qu'on appelle orthorhombique, et vous vous rappelez, on a parlé du poids pour cent et de l'atome pour cent. Dans le cas du poids pour cent, on est à 6,67% en masse de carbone, mais en atome pour cent, quand on convertit la loi de poids pour cent en atome pour cent, on va avoir 25% d'atomes de carbone. Bah, comprenez bien, 25% c'est un quart. J'ai donc 75% d'atomes de fer, 75 c'est 3 quarts, j'ai bien 3 atomes de fer pour 1 atome de carbone. Cette structure est très dure, c'est une combinaison qui peut monter jusqu'à peu près 800 HV de dureté et qui n'a plus aucune ductilité, donc c'est un matériau qui est extrêmement dur et cassant, et c'est ce qu'on appelle donc un carbure de fer, et ce comportement de dureté est donc assimilable à un comportement de type céramique, et donc naturellement si on était capable d'isoler ce carbure de fer, donc ce composé ici chimiquement défini par le fer et le carbone, on aurait un matériau qui a une excellente tenue à l'abrasion et à l'érosion. Alors, juste pour finir, je finirai par la notion de précipité. Donc, ce qui est important surtout, c'est, on utilisera en général les termes de solution solide, soit primaire, soit intermédiaire. Et pour être plus précis, quand on a une structure qui est parfaitement ordonnée, donc on parlera plutôt de composé intermétallique, notamment s'il est stable dans une gamme de température suffisamment importante. La notion de précipité, je vous rappelle, c'est plutôt quand on va dire, voilà, j'ai des atomes qui vont s'agréger ou former une ségrégation locale au sein de joints de grains ou au sein de cristaux. Dans ce cas-là, je vous rappelle qu'on l'avait déjà vu aussi dans la notion d'impureté au sein des matériaux cristallins, cette ségrégation qui est ordonnée, qui peut être donc soit une solution solide, soit un peu plus précisément, si on est vraiment proprement ordonné un composé intermétallique, va donc apparaître par exemple au sein d'un cristal. Donc on a ici une matrice métallique, qui peut être une solution solide, et à l'intérieur on va voir une ségrégation d'atomes qui vont prendre une autre forme cristalline, donc soit parfaitement désordonné ici, donc on est complètement incohérent, soit plus ou moins cohérent ici en fonction du réseau qui est donné. Donc juste ici, on parlera de précipité dans cette action de ségrégation ou d'agrégation locale au sein des cristaux ou aux bordures du cristaux, c'est-à-dire au niveau des joints de grains. Donc c'est plutôt l'action de précipitation, et on préférera plutôt utiliser des termes par exemple de solution solide, primaire, secondaire ou composé intermétallique. Voilà, donc ce chapitre se termine, j'espère que ça aura été suffisamment clair, notamment pour préparer le chapitre sur les diagrammes de phase qui va suivre.